Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de presse quotidien en ligne et merci de nous suivre également en direct sur Europe by Satellite. Nous sommes les mardis 22 juin. Pour commencer, je voudrais partager avec vous l'agenda de la réunion du collège qui aura lieu demain matin et de vous informer sur les événements de presse que nous allons organiser suite à cette réunion du collège. Demain matin, donc, le collège sera présidé par les vice-présidents exécutifs Franz Timmermans. En premier lieu, les commissaires adopteront une recommandation sur la création d'une unité conjointe de cybersécurité pour répondre aux crises et aux incidents liés à la cybersécurité. Ce point-ci sera l'objet du compte-rendu du collège qui vous sera présenté par les vice-présidents Skinas et le commissaire Breton. Le collège discutera aussi demain un cadre stratégique en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027. Ce point sera adopté plus tard en procédure écrite et il vous sera présenté par les vice-présidents exécutifs Valdis Dombrovskis et par le commissaire Nicolas Schmit le lundi 28 juin. Et puis, à midi, demain, le collège recevra pour un déjeuner de travail le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres. La présidente von der Leyen et le secrétaire général Guterres donneront des courtes déclarations pour la presse dans ce que nous appelons les coins VIP, avant de passer au déjeuner avec l'ensemble du collège. Tenez donc en compte qu'en vue de ceci, le compte-rendu du collège n'aura lieu qu'après la fin du déjeuner. Alors c'est tout pour ce qui concerne la réunion du collège de demain. J'invite maintenant Stéphane à se connecter pour vous donner des nouvelles sur la poursuite de notre lutte contre le coronavirus. Stéphane, tu es déjà là, vas-y. Oui, bonjour Dana, bonjour tout le monde. En effet, aujourd'hui, la Commission européenne a approuvé l'activation au nom de tous les États membres de l'Union européenne de 150 millions de doses supplémentaires de la société pharmaceutique Moderna. Cette activation vient avec un amendement au contrat qui prévoit la possibilité d'acheter des vaccins adaptés au virus ainsi que des vaccins à usage pédiatrique et des rappels de vaccins. Les livraisons sont prévues à partir du troisième trimestre 2021 jusqu'en 2022 et pourront évidemment être adaptées aux besoins des États membres, par exemple prenant en considération leur situation épidémiologique. Enfin, les États membres pourront aussi vendre ou donner une partie des doses à d'autres pays, par exemple dans le cadre de COVAX, contribuant ainsi à l'accès global et équitable aux vaccins à travers le monde. Comme toujours, vous allez trouver plus d'infos sur notre Daily News. Merci beaucoup. Modernisé. Merci Stéphane. Et maintenant, j'appelle Sonia pour me joindre, pour vous donner des annonces concernant notre soutien aux chercheurs et à la science. Sonia. Merci beaucoup, Dana. Bonjour. Today, the Commission is launching new calls to support researchers' training, skills, and career development under the Marie Skłodowska-Curie Actions, the EU flagship program, and the Horizon Europe for doctoral education and postdoctoral training. With a total budget of 6.6 billion euro over the period 2021-2027, Marie Skłodowska-Curie Actions support researchers from all over the world at all stages of their careers and in all disciplines. This year, around 822 million euro are available to support researchers' careers and foster excellence in research and innovation. The actions also benefit institutions by supporting doctoral and postdoctoral programs, collaborative research and innovation projects, and boosting their global attractiveness and visibility. They also foster cooperation beyond academia, including with big companies and SMEs. As usual, for more information, we have prepared for you a press release and a fact sheet. Thank you.
Thank you so much, Sonia. Then allow me to continue with some information on Council meetings. So as you surely know, today General Affairs Council is taking place in Luxembourg. Vice Presidents Vera Jourova and Maroš Šefčovič are there representing the Commission. As a main point, ministers will prepare the European Council meeting, which will take place later this week. The ministers will also exchange views on the enlargement and stabilization and association processes ahead of the intergovernmental conferences with Serbia and Montenegro, which will take place later today. On the Council's agenda, there is also a hearing in the framework of the Article 7 procedures on the rule of law in Poland and on the values of the Union in Hungary. In addition, the Portuguese presidency will update ministers on the conference on the future of Europe, and there will also be an exchange on EU-Switzerland relations. A press conference is foreseen at the end of the Council meeting, so at about 4:15 p.m., with the participation of both Vice Presidents representing the Commission. You can, of course, follow it on Euro by satellite, and I will invite you to keep your questions on the matters covered by the Council for that press conference. Finally, let me remind you that following our midday briefing, we're organizing for you a technical briefing off the record on the recovery and resilience plans of Italy. And at 4 p.m., we will have another briefing, this time on the Belgian plan. That's all for our announcements today, so I look forward to your questions. So let me see who is connected and with questions for us. Lorenzo, go ahead. Do we have Lorenzo on the line? I hope you can hear me. Yeah. Not Yes, quite can you well, hear so me? sound up, please, if we can. Okay. Can you hear me? Can you hear me better now? It's better, go ahead. Yes. Okay. It is a question on something that was said yesterday by Commissioner Gentiloni in the European Parliament, and it concerned the carbon adjustment mechanism that will be proposed by the Commission later in July. Commissioner Gentiloni said yesterday that this new mechanism will be particularly important from 2030 on, when the pool of free allowances made available in the ETS system will be gradually phased out, and the new mechanism will gradually and carefully phased in. Now, this date, 2030, is new to me. I knew that the new mechanism, the CBAM, will have to come into force around 2025, 2026. So is the Commission now thinking to delay this new regulation for this mechanism until 2030, and why? What's happening? Why there are 5 more years before the mechanism kicks in? Thank you. Thank you so much, Lorenzo. I will invite Dan to provide you an answer, but of course you will understand that at that point in time we will not be able to raise too much the curtain on the proposal that the Commission is going to make mid-July part of our Fit for 55 package, because that proposal is still under development. But on the general things, Dan. No, absolutely, Dan. I think you answered the question there. Hi, Lorenzo. Thanks very much for your question. Indeed, the carbon border adjustment mechanism, the aim behind it is to reduce the risk of carbon leakage. But of course, look, there's a breadth of considerations that need to be taken into account here in putting together this proposal that, as Dana said, will come out in a couple of weeks' time as part of the Fit for 55 package. So at this point in time, my answer will be very, very short, I'm afraid. I cannot confirm anything at this point in time in terms of the details. Lots and lots of internal work ongoing within the Commission, so stay tuned. Thank you so much, Dan. Of course, I can understand your interest in the proposals which will be part
of this package, but we invite you to bear with us because we are unable to comment on the contents of these proposals, though of course we can tell you lots of things about the aim of our package and why we are doing this. Lorenzo, I think you have a follow-up question. I mean, this is quite important because we have a European Green Deal. We have a Fit for 55 package that is coming. We have all the recovery plan and the Next Generation EU and all the rest. But, I mean, the date of the implementation of this new instrument is very important. So, I understand that the details of the proposal is too early to ask for them, but the date, when can we expect this proposal to be implemented, at least, in terms of some years? I mean, in 5 years, in 3 years, it's quite important to understand, because if it is 2030, we are already much farther down the road, and it won't be useful for this green transformation that should happen right now. Thank you. Sorry. Thank you very much, Lorenzo. You're absolutely right that the date is very important. So this is why it wouldn't be appropriate for us to provide you an answer on this specific question before having all the elements of the balance of the proposal finalized and on the table as part of this package, because everything hangs together, so to say. So it wouldn't be possible for us to give you a straight answer to that question now, but you're absolutely right. It is an important element, the date of application, but again, it's about a package. It's about all other elements which need to fit well together and to achieve the desired effect. And for that, we will need to wait another 2 weeks or so. So, are there any other questions about this matter, about the carbon border adjustment mechanism, considering that we can only keep the line that we have presented so far, or on the Fit for 55 package? So any additional questions on this? So please only keep your hand up if your question is about that. So, Mehreen, your hand is up. Is your question about this, about Fit for 55? And Mehreen, you need to change your mic source. But indeed, I understand that your question would then be about Fit for 55. No, your hand is not up anymore. So that means it's not about that. But Hugh has a question about that. Not, yes, no, not clear. No, so the hand is no longer up. So thank you very much. And then I can open the floor to other questions. So Mehreen, go ahead. Do we have Mehreen on the line? We can't hear, we can't see. This doesn't seem to be the case, so we can get back to her later when the technical problem is sorted out. So Luis, go ahead. Do we have Luis on the line? Luis Tovar. I hope it's not a day ridden with technical problems. Yeah, vous m'écoutez? Yes, we can, Voilà. we can see it. Good morning, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais savoir, le gouvernement espagnol va prendre la mesure du RAS aux politiques indépendantistes de la Catalogne qui sont en prison depuis 2017. Donc, ma question est comme vous avez reçu cette décision, et si vous croyez qu'elle va contribuer à baisser la tension, à baisser la température du conflit, et si cette mesure de RAS est bienvenue pour la Commission européenne. Merci. Merci beaucoup, Luis. Christian m'a rejoint pour t'apporter une réponse. Oui, merci Louis pour la question. Alors, notre position est bien connue, je pense. Ce reste
une affaire interne à l'Espagne qui doit être traitée conformément à son ordre constitutionnel et cela inclut aussi la question des pardons possibles. Merci beaucoup, Christian. Y a-t-il d'autres questions pour Christian à ce sujet? Donc, gardez votre main levée, s'il vous plaît, seulement si vous avez des questions à ce sujet. Hugues, est-ce que ta question est là-dessus? Non, tu as retiré ta main. Je pense que David Carretta a une question pour toi. Christian, David, vas-y. Yes, thank you very much, David Carretta, Radio Radicale. Christian, I'm wondering if you are looking to the case of Professor Andreu Mas-Colell, which has been fined for quite an important amount because he was responsible for the finance of the Catalan government. I'm asking that because the problem that he was fined by a court which is more political than independent, I would say. At least that is what a lot of people are saying. There is a campaign to defend Professor Andreu Mas-Colell. So I understand that normally the Catalan issue is an internal affair of Spain, but in this case, maybe we have a problem with rule of law. Thank you. Thank you, David. Christian? Yeah, thank you, David, for raising this. I mean, of course, in general terms, when it comes to ongoing judicial cases or national cases, it's not for us to comment. I've read about this some time ago, but let me check whether there's anything we can add at this stage. Thank you, Christian. Are there additional questions for Christian on this matter? Yes, Griselda, go ahead. Es-tu là, Griselda? On essaye de se connecter. Il faut que tu changes ta source audio. Voilà, c'est bon maintenant. Vas-y. On n'entend pas Griselda. Qu'est-ce que je peux dire? L'expérience d'aujourd'hui, ça nous montre encore une fois comment on a besoin que vous reveniez physiquement dans la salle de presse de la Commission. Nous nous réjouissons d'avance d'avoir un dialogue face à face et de ne pas dépendre seulement de la technique, de la technologie. Donc, Griselda, tu essaies encore une fois? Allô? Allô? Non? Vas-y, Griselda, nous t'entendons maintenant. Allô? Je ne peux pas parler. Griselda, nous t'entendons. Vas-y, continue. Merci beaucoup. Si tu m'entends bien, j'aimerais savoir, hier quand même, le Conseil de l'Europe a... Ok, impossible. Je ne peux pas... T'entendons, donc vas-y, continue avec ta question. Oui, c'est ça. Faites lockout. Ok, je pense qu'on a un problème technique avec Griselda, donc je vous invite maintenant à poser d'autres questions sur ces sujets, si vous en avez encore. Donc, la Catalogne. Oui, Griselda est là, encore une fois. On essaie pour la dernière fois, et sinon, Griselda, Christian va t'appeler dès qu'on a fini. Non, ça ne marche toujours pas. Donc, on essaye, on passe à d'autres collègues. Donc, are there any additional questions for Christian on Catalonia first? No questions on Catalonia. Are there any additional questions for Christian on other matters that he covers? Yes, Mehreen, go ahead. Hoping that it works this time. Hi, can you hear me now? Now it's good. Go ahead.
Brilliant. I've just switched my camera off just to make sure that I can log on. But it is a question for Christian. It's a question about the President's visit to Vienna yesterday. I want to know if President von der Leyen raised the issue with Chancellor Kurz about Austria's map of Islam, which is a publicly made document backed by the government which lists the names, sometimes the locations, the photos, and the links to foreign organizations of over 600 groups who pertain to be somehow related to the Islamic religion. This map has been condemned by rights groups, by the Catholic Church in Austria, by the Chief Rabbi of Austria, by the Council of Human Rights. I wanted to know if it was on the President's radar, and if the answer is no, is there any statement the Commission has about this development in one of its member states, which has also been condemned, I think, by the Greens, who run in coalition with the ruling party of Chancellor Kurz? Thank you. Thank you very much for the question, Mehreen. So on the first part of the question, allow me to clarify that the President visited Austria indeed yesterday, as she did visit 2 other countries. So it was really a very intense day yesterday. She was in Austria, Slovakia, and then she went to Riga. And basically she had very targeted meetings there about the recovery and resilience plans of those countries. And while in Vienna, she basically discussed with the Austrian Chancellor exactly on this topic, on Next Generation EU and Austria's recovery and resilience plan, handing over basically the result of our assessment of that plan and basically handing over our approval, our green lighting for the plan submitted by the Austrian government, and no other matter was discussed between the two yesterday. On the more general question of our reaction to that, Christian. Yeah, thank you, Mehreen, for the question. So we have seen the press reports about so-called map of Islam in Austria. We've seen different opinions on this. The Commission is firmly committed to protecting the freedom of religion. No one should be discriminated against on the basis of religion. These are fundamental rights in the European Union. We attach great importance to engagement and to dialogue with religious organizations. Let me also remind that the Commission has proposed the first ever anti-racism action plan. The EU Anti-Racism Action Plan presented last year sets out a number of ambitious measures to tackle racism and discrimination, and includes a focus on combating anti-Muslim hatred and discrimination. Thanks. Thank you, Christian. I think that Mehreen has a follow-up question. Go ahead, Mehreen. Mehreen, I think you can talk. We can see that you are trying to connect. But we can't hear you. So, in this case, I suggest that Christian gets in touch with you bilaterally for the follow-up question, because indeed it doesn't work. So are there any additional questions for Christian today on this or on other matters that he covers? Please keep your hand up if you have a question for Christian. So Griselda is there again. We can try again to take Griselda after, and if that doesn't work, indeed you will take her bilaterally. We do have a problem with connections these days. So Griselda, go ahead. One more try. C'est toujours la même chose, malheureusement. Griselda, nous ne t'entendons pas. Donc voilà, on va pas pouvoir réessayer aujourd'hui. Christian va t'appeler et vous allez discuter la question bilatéralement. So at this stage, I open the floor for additional questions for Christian. So please only keep your hand up if you have a question for Christian at this stage. This is not the case. Thank you, Christian. So now we open the floor to other questions. And Hugo, you have the floor. Can you hear me? It's Vous good. pouvez m'entendre?
Oui, nous Vous m'entendez? t'entendons. Ok, Vas-y. bah, j'ai beaucoup de chance, alors si vous m'entendez, parce que moi je vous vois pas du tout non plus. On vous voit pas, c'est normal qu'on ne voit personne? Qu'on voit les... Bon, d'accord. Donc j'ai trois questions, j'ai besoin de trois chiffres. Alors c'est sur les vaccins, je pose une question sur les vaccins. Ok? Vous m'entendez? Nous t'entendons. Vas-y, continue. Ok, j'ai besoin de trois. Alors, je voulais savoir. Ah oui, alors c'est pas un vaccin. Je voulais savoir combien la Commission européenne avait dépensé pour acheter du remdesivir. Ça, c'est ma première question. Je voulais savoir, donc aujourd'hui, je sais qu'il y a un update, évidemment. Je voulais savoir combien, à ce jour, la Commission européenne a dépensé pour les vaccins. Anti-Covid, hein, bien sûr. Et troisième, je voulais savoir combien la Commission avait dépensé pour le vaccin de Sanofi, qui n'a jamais vu le jour, mais je voulais savoir combien la Commission européenne avait dépensé pour ce vaccin, ou ce proto-vaccin. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugues. Stéphane devrait être connecté et il va essayer de t'apporter des réponses. Oui, merci beaucoup. Je vais commencer avec les dernières questions. D'abord, en ce qui concerne notre portefeuille pour l'établissement de nos vaccins, nous avons utilisé le budget du Emergency Support Instruments, le ESI. C'est un budget d'environ 2,9 milliards d'euros. C'est un budget de 2,1 milliards d'euros, mais qui a été auquel on a ajouté 750 millions d'euros venant des États membres. Donc ça donnait le budget de l'ESI utilisé pour les 6 contrats avec les 6 sociétés à 2,9 milliards. Nous ne communiquons pas les chiffres par société, uniquement le chiffre global total pour toute la société, parce que le montant, le budget par société est une information considérée confidentielle par les sociétés en question. En ce qui concerne Remdesivir, nous avons conclu un contrat, si mes souvenirs sont corrects, au mois de juillet, dans lequel nous avons, Commission, nous-mêmes, acheté des doses de Remdesivir, et puis ensuite nous avons aussi lancé un joint procurement. Le joint procurement, c'est un système où nous concluons un contrat avec la société qui produit le Remdesivir. Sur base de ce contrat, nous réservons un nombre de doses que les États membres peuvent commander, mais c'est ensuite aux États membres de voir si oui ou non ils ont besoin de Remdesivir, et si c'est le cas, ces États membres peuvent placer leurs ordres auprès de la société. Donc pour ce joint procurement, la Commission n'a pas fait de paiement, ce n'est qu'aux États membres eux-mêmes de faire les paiements lorsque les États membres placent leurs ordres auprès de la société. Un point sur lequel je vais revenir, c'est sur le premier contrat que nous avons conclu avec Remdesivir. J'ai le montant quelque part, mais Hugues, je vais te faire parvenir ceci plus tard. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Y a-t-il d'autres questions pour Stéphane? D'abord, il y a Hugues qui a une question de suivi. Vas-y, Hugues. Je suis très étonné de ne pas avoir eu de réponse à ma question sur les dépenses de vaccins, puisqu'aujourd'hui vous venez par exemple de dire nous avons réservé des doses. Je ne demande pas, d'accord, ok, vous ne pouvez pas me dire combien Sanofi a reçu de la Commission européenne sans livrer aucun vaccin, ça j'ai aucun problème, mais vous pourriez me dire puisqu'il y a un portefeuille, 6 contrats, est-ce que ce serait possible de savoir le chiffre que la Commission, c'est quand même le budget européen, c'est nos impôts, c'est de l'argent public. Je voudrais savoir combien la Commission européenne a dépensé à ce jour pour l'achat de vaccins ou le préachat de vaccins auprès de plusieurs laboratoires. Merci. Hugues, mais je pense qu'il a mal entendu. Je pense que Stéphane, il t'a donné les chiffres globaux que nous avons utilisés pour les Advanced Purchase Agreements sur les vaccins. Mais bon, peut-être que Stéphane peut répéter les chiffres qu'il a mentionnés. Stéphane, vas-y. Oui, merci beaucoup. En effet, je viens de donner les chiffres. Nous avons investi dans le développement de la capacité de production de toutes ces sociétés.
ça fait partie de nos contrats avec ces sociétés. La société, d'une part, réserve un nombre de doses pour nous, pour l'Union européenne. En contrepartie, nous, Commission, nous investissons dans le développement de la capacité de production. J'ai donné 2 chiffres, 2,9 milliards d'euros venant de la Commission pour l'investissement justement dans le développement de la capacité de production de ces sociétés. De ces 2,9 millions, 750 millions viennent des États membres, mais donc le budget qui est utilisé, qui est mis à disposition pour ces sociétés, c'est le 2,9 milliards d'euros. Merci. Merci beaucoup Stéphane pour cette clarification. Y a-t-il d'autres questions pour Stéphane au sujet vaccin, vaccination, Covid? I think that Francesco has a question for you. Go ahead, Francesco. Yes, thanks. Just a question about your announcement today. So this decision to exercise the option for the doses, the Moderna doses, under the second contract, the one signed in February, if I'm not wrong. The fact that this decision comes just a week after CureVac failed its test, is that a coincidence, or is we can assume that this means that the Commission is finding alternatives to CureVac after the disappointing results it showed last week? Thanks. Thank you, Francesco. Stefan. Thank you very much. First, you know that we can always exercise options. This is something that we have already done. We have, for instance, already exercised the option of the first contract of Moderna. We have exercised options of the BioNTech Pfizer, for instance. So the exercise of the option is something that can always take place on the basis of needs of the member states, for instance, needs following epidemiological situation in the member states. That's one thing. Second, this contract also builds in the flexibility to purchase at a later stage indeed vaccines to better target, cover, address the variants, to be in a better place for, or to allow the purchase of booster vaccines. You will remember that some time ago we have concluded a contract with BioNTech Pfizer for 1.8 billion doses. With the same purpose, to be ready for variants, to be ready for boosters. And already at that moment we had indicated that the Commission is open to, continues to strongly believe in a portfolio approach, and is therefore open to develop a portfolio again of different vaccines with different companies using different technologies. And now we have exercised our options with Moderna, which also allows to tackle this important challenge of booster vaccines and variants, I think, which is very much in line with what we have always explained before. Thank you. Thank you, Stefan. Are there any additional questions for Stefan on these matters? Yes, first Francesco has a follow-up question, so go ahead, Francesco. Well, it's not really a follow-up, it's just my original question. Is there any link to the results announced last week by CureVac, or not at all? Very much. I think Stefan told you rather clearly why we decided to exercise the options and to go for an amended contract which satisfies our needs. It is clearly in line with what we said we were going to look at previously. So there is no link to be read with announcements by other companies, whether recently or not. We look in a very pragmatic and anticipatory way to our vaccine portfolio, and we see what needs we have in terms of supply for Europe and also for our partners, because as you know, we are very active on trying to help the rest of the world vaccinate, and these are the reasons which prompt us to make decisions about exercising options or concluding additional contracts or amending them. Thank you. I think that I see two more hands up for Stefan. First, Tommaso. Go ahead, Tommaso. Hoping that you are there. No technical problems.
Here I am. Thank you for the floor, Tommaso Laccaggi, News Agency. I have a question for Stefan, but it's not on vaccination. It's about yesterday declarations by Italian Prime Minister Draghi, who said that he will take action to avoid that the final game of Euro 2020 take place at the Wembley Stadium in London, a city where the COVID infections are rising again. This morning, the Portuguese Prime Minister Costa said that he agrees with Draghi and that his proposal to move the final elsewhere is common sense. Does the European Commission have a position on this? Did you get in touch with the ECDC to discuss the issue? And would you recommend EU citizens to avoid attending this event? Thank you. Thank you so much, Tommaso. Stefan, are you still there? Still there, not sure. However, I'll be in a position to say a lot on this. Of course, we do not make comments on comments. That's one thing. Secondly, the organization of sports activities is clearly a national competence, and it's up to the member states, obviously, to organize such events in line with the guidance, the recommendations, the scientific guidance and recommendations which are out there. Of course, ECDC and EMA help us in checking, monitoring the situation and developing, if necessary, guidance. So I would maybe also invite you to check with the colleagues in the ECDC and perhaps EMA what their stance would be with regard to such mass events. In any case, I think ECDC, for instance, has already developed quite some guidance and guidelines to help the member states when it comes to the organization of events where more people are active. But again, I think it would be good to also check with our colleagues at the ECDC. Thank you. Thank you, Stefan. Are there any additional questions? Yes, Tommaso has a follow-up question. Go ahead, Tommaso. Yeah, thank you. Thank you for the floor again. Well, considering the UK is not a member state anymore, I was hoping that maybe the European Commission may have a coordination role into this. So will you assess the situation and will you eventually give some guidance to the member states? Thank you. Thank you, Tommaso. I think that Stefan tried to be as clear as he could in explaining that we do not have a role in coordination of member states' position in relation to the organization of sports events. What we, of course, always say that's important that before any sports events are organized, whether in the EU or elsewhere, it is important that the relevant authorities watch the sanitary situation closely because it is important not to undo the progress that we have made in fighting Corona in Europe after the many months behind us, but we do not have a role and therefore we are unable to offer you more by way of a response today. Thank you. I think that, yes, Hugues veut réessayer avec une question pour Stéphane. Vas-y, Hugues. Non, c'est pas à réessayer, c'est une autre question. Donc je remercie, j'avais pas compris que le budget avait été entièrement, le budget de l'ESI avait été complètement, les 2,9 milliards d'euros avaient été complètement dépensés donc, par la Commission. Donc maintenant j'ai la réponse. Non, c'est une question sur le Remdesivir. Stéphane a dit que il y avait donc j'espère recevoir sa réponse par email sur les dépenses de la Commission, sur le premier contrat. En revanche, sur le joint procurement, donc pas de paiement, mais réservé pour les États membres. J'aimerais savoir s'il y a des États membres qui ont activé cette possibilité d'acheter du Remdesivir réservé par la Commission européenne dans le cadre du joint procurement et à combien se montent les contrats. Voilà, merci. Merci beaucoup Hugues. Stéphane, as-tu les informations pertinentes à ce sujet? Merci beaucoup. Donc, juste pour bien expliquer l'architecture, c'est en effet que la Commission conclut ce contrat cadre avec la société qui permet donc la réservation d'un nombre de doses. Et puis, c'est aux États membres qui décident, s'ils ont besoin de Remdesivir, de placer leur commande. Il n'y a pas, je dirais, un mécanisme automatique qui fait que lorsque les États membres placent leur ordre, que ça passe par la Commission. Ces ordres sont placés directement par les États membres auprès de la société et c'est tout à fait normal parce que ce sont les États membres qui sont beaucoup mieux placés pour savoir de
quoi ils ont besoin, quand, où, etc. Donc ce sont les États membres qui, je dirais, régissent, qui sont responsables de ces achats. Et donc nous n'avons pas un aperçu global spécifique de tous les États membres pour des demandes qui ont été placées. Et donc, je te conseillerais, si ça t'intéresse, de prendre contact avec les autorités nationales des États membres. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. And I think there is another question for you from Emmanuel. Vas-y, Emmanuel. Oui, je pense que vous m'entendez. J'ai lu la réaction et les préoccupations de Mme von der Leyen à la suite de l'adoption de la loi pénalisant la représentation de l'homosexualité en Hongrie. Très bien. À la fin de la semaine se tiendra un Conseil européen. Est-ce que Mme von der Leyen va porter ce sujet sur la table en interpellant M. Orban devant ses collègues, peut-être en ayant l'appui d'ailleurs d'autres leaders européens, je pense à M. Bettel, mais ça peut être également M. Macron, qui pourrait appuyer son propos de manière à ce qu'on revienne peut-être à une application un peu plus, disons, stricte de l'article 2 du traité. Pour ta question, Emmanuel, j'avais invité les collègues à signaler s'ils ont des questions pour Stéphane, qui était en ligne, pour répondre à des questions liées au Covid. Et je pense qu'il avait d'autres questions de tes collègues à ces sujets. Donc d'abord, je vais vérifier si Federica, qui avait aussi la main levée, avait une question pour Stéphane, pour voir si on a clôturé les sujets Covid ou pas. Donc Federica, tiens ta main levée seulement si ta question était pour Stéphane. Ce n'est pas le cas. David has his hand up, but I also don't think that his question is for Stefan. So indeed, then Emmanuel, we can proceed with the change of subject and address your question, which refers in this case to the Hungarian law. Oh, I'm sorry. Je pense que ta question était posée en français, donc je tâcherai d'y répondre dans la même langue. Donc effectivement, comme tu l'as dit toi-même, la présidente s'est exprimée au sujet de cette loi. Mais pour ce qui est une potentielle discussion au Conseil européen, comme tu le sais, les agendas du Conseil européen ne sont pas entre les mains de la Commission ou de la présidente, ils sont entre les mains du président du Conseil européen. C'est lui qui met à l'agenda les sujets qui sont à discuter. Donc, je t'inviterai à poser cette question de l'autre côté de la rue pour voir si une discussion à ces sujets était prévue. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet? So please only keep your hand up at this stage if you have questions about this topic. I see several hands up, which indicates indeed that we'll continue on this topic. So David Carretta. Oui, merci Dana. Vous aurez, j'imagine, sûrement vu la demande qui a été faite par le Conseil communal de Munich de colorer le stade, la Allianz Arena, des couleurs LGTB, et justement pour promouvoir en fait les droits dans l'Union européenne de cette communauté, mais les droits de tous en réalité, par rapport aux initiatives qui ont été prises par le gouvernement de M. Orban. Vous avez décrit l'UEFA comme le grand défenseur du football du peuple. J'utilise l'expression du vice-président Skinas quand il y a eu la question Super League. Alors je me demande si vous avez une position, vu que vous avez une position sur une question comme la Super League, je me demande si vous avez une position sur l'UEFA qui ne veut pas colorer avec un drapeau qu'on aime. Moi j'espère que vous l'aimez aussi à la Commission européenne, motivant le sport n'a rien à voir avec tout ça. Merci. David, pour ce qui est les couleurs de l'arc-en-ciel et la Commission européenne, j'espère que tu n'as pas raté les multiples occasions quand nous avons arboré ces couleurs. Il y a
très peu de ça. Je pense que c'était la dernière fois au mois de mai que nous avons éclairé le Berlaymont dans les couleurs de l'arc-en-ciel et nous allons continuer à montrer notre soutien pour cette communauté à chaque fois que nous allons avoir l'opportunité. Donc ça, c'est en ce qui concerne la Commission. En ce qui concerne l'UEFA, je passe la parole à Christian. Je pense Dana a déjà répondu. Notre position est très claire et tu connais les occasions où nous régulièrement faisons ça avec le Parlement, l'illumination. Et autrement, c'est une question pour l'UEFA. Merci beaucoup, David. Christian, David a une question de suivi. Vas-y, David. Oui, est-ce que vous demandez à l'UEFA de colorer l'Allianz Stadium? Et si c'est juste une question pour l'UEFA et donc vous n'avez pas le droit de demander à l'UEFA, pourquoi, quand il y a eu la question de la Super League, qui a d'ailleurs des implications de concurrence, pourquoi vous avez pris position? Si c'est une affaire qui a à faire juste avec l'organisation sportive, etc., et vous n'avez rien à voir et vous n'osez pas demander à l'UEFA de colorer le Allianz Stadium, pourquoi vous avez demandé à l'UEFA, vous avez pris position en faveur de l'UEFA sur la Super League? Je veux dire, on parle de valeurs européennes, mode de vie européen. Il y a même un vice-président qui a ce portefeuille et qui est intervenu pour la Super League, qui est plutôt une question d'argent, pas vraiment de valeur. Et là, on a les valeurs. Est-ce que vous demandez à l'UEFA de colorer l'Allianz Stadium? Pour relancer la question, David, nous n'avons pas la capacité de demander à une organisation sportive d'arborer ces couleurs-ci. Cela se passe dans une discussion entre la ville de Munich et UEFA. Nous ne faisons pas partie de ces discussions directes. Si ta question est si nous considérons que c'est une bonne chose de montrer les soutiens aussi à travers des événements sportifs à cette communauté et d'exprimer des positions claires contre la discrimination de cette communauté, nous trouvons que c'est effectivement important de montrer le soutien des Européens et j'espère du monde entier à cette communauté. Donc c'est cela notre réponse, mais nous ne sommes pas partis. Nous faisons pas partie des discussions qui ont lieu entre la ville de Munich et l'UEFA et j'ai connaissance du fait que ces discussions continuent et je pense que UEFA a fait des propositions alternatives, mais tout cela, c'est effectivement entre ces deux parties prenantes à trouver les moyens ou les dates ou la situation dans laquelle il faudrait manifester effectivement ses soutiens pour cette communauté. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions à ce sujet? Je vois que Marco et Oliver ont le même levé. Je me demande si les questions sont là-dessus parce que je vois dans notre chat qu'il y a aussi d'autres questions. So yes, Oliver, your question is about this. Go ahead. Yeah, hi, thank you. Is this maybe a reminder that the European Commission shouldn't, for PR reasons or whatever reasons, express too much of an enthusiasm in football, in UEFA, in FIFA, in the Olympics, or anything that you have no business legally and in terms of competence to deal with? Because I remember the vice president in charge of promoting the European way of life being very, very outspoken on any kind of football-related content on Twitter and on any other platform, but he's been completely mum on this. So do you think he should talk on football, political, societal issues in general? If so, well, then it would be very nice if he did so as well on this matter. Or if you don't think this is a good idea, well, then maybe he should just stay quiet on this and keep it as a private passion, as we all do. Thank you.
Thank you so much for your question, Oliver, which is complex. So on one hand, you refer to competences, responsibilities, and tasks which are on the Vice President's skinas, and that is indeed more in relation to the European way of life or culture of sports, but anti-discrimination matters are more broadly in the portfolio of other members of the college, and they fall in particular under the portfolios of Vice President Jourova and Commissioner Dalli. So this is perhaps one of the reasons why you would see a certain member of the college more active on certain aspects of sports and not on others. This can perhaps be explained by our portfolios. So I would want to see if we have additional questions on this matter, because we have another 5 minutes to go before we start the technical briefing on the Italian recovery and resilience plan. And I see several hands up with other questions. So Marco, go ahead. Merci beaucoup, Dana. Le Parlement italien est en train d'approuver, d'évaluer une loi contre la discrimination par le genre, gender discrimination. Le Vatican a écrit une lettre aux autorités italiennes en demandant de bloquer cette loi. Je voulais savoir si la Commission considère ça comme un acte d'interférence d'une puissance étrangère dans un État membre, si vous êtes préoccupé de cette interférence ou si vous considérez ça comme une question bilatérale qui doit être, qui engage seulement l'Italie, vu que c'est un sujet qui voilà, c'est quelque chose qui fait partie du débat européen, la question aussi de la discrimination. Merci. Merci beaucoup, Marco. Christian? Maintenant. Marco, généralement, alors je peux te, bien sûr, alors tu sais que nous avons de très claires positions concernant l'égalité des genres. Nous avons pour la première fois un commissaire qui est en charge de l'égalité généralement, et ça inclut l'égalité des genres. Concernant la loi concrète en Italie, je vais vérifier avec notre expert et mon équipe si on a quelque chose de concret à te répondre. Mais généralement, bien évidemment, il est important que les États membres se dotent avec des instruments juridiques qui puissent les aider à accomplir l'objectif d'égalité et de lutter contre la discrimination, qu'elle soit basée sur l'orientation sexuelle et d'autres, parce que ça, c'est des principes très importants pour nous dans l'Union européenne. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet pour nous aujourd'hui? So please only keep your hand up if you have a question about this. I think that Marco has a follow-up question. Oui, merci beaucoup pour votre réponse. C'est assez clair, la position de la Commission sur le sujet. Mais je voulais aussi savoir si la Commission a quelque chose à dire sur le fait qu'un pays tiers, comme le Vatican, fait une sorte de pression sur un État membre pour bloquer une loi. Si c'est quelque chose qui ça vous préoccupe ou pas. Merci. Je pense que Christian t'a répondu que nous n'avons pas des informations là-dessus. La manière dont les lois sont construites, faites, discutées, négociées dans les États membres, c'est effectivement une question pour les États membres et nous n'avons pas de commentaires à offrir à ce jour. Merci beaucoup. Christian, est-ce que ta question est aussi pour l'autre Christian qui est sur scène? Oui, ce sera très bref. Je voudrais être sûr de bien avoir compris sur l'histoire du projet de colorer le stade aux couleurs du LGTB. Vous, en tant que commission, vous trouvez qu'effectivement ce serait une bonne idée dans l'esprit. C'est important pour vous de montrer le soutien à cette communauté, que cette décision malheureusement n'est pas de votre sort, que vous ne pouvez que déplorer le fait que l'UEFA dise non, et que si jamais il y avait un accord dans le sens où on arrivera à trouver un consensus, vous seriez ravis. C'est ça, j'ai bien compris. Que nous trouvons que c'est une bonne idée de manifester les soutiens
pour cette communauté dans l'Union européenne, y compris lors des manifestations sportives ou culturelles ou d'un autre type. Merci beaucoup. Federica, is your question about this, or do we free Christian? Federica, go ahead. It's not about this, though. Can I ask the question anyway? Yes, please go ahead, because we are running out of time. The technical briefing should have Very started quickly, already. there was... Okay. Very quickly, there was a story yesterday on The Guardian mentioning that the European Union is about to cut the amount of British TV and film shows. And I just wanted to confirm if there will be a reduction of the British movies and films because the UK is no longer inside the EU. It doesn't really meet the criteria. I just want confirmation about that, of being European anymore, and therefore the quota of 30%, I think it is, of European production in this sector. Thank you so much. Thank you so much, Federica. I will invite Johannes to connect to provide you an answer. Yes, hello. Good afternoon. Thank you, Federica. Let me start maybe by saying that you refer to a leaked document, a leaked paper, which is not from the Commission, but from the Council. So maybe you would like to address your question there, where it comes from. So we have no comment on that as such. But let me clarify that we have the Audiovisual Media Services Directive in place, and the definition of European works did not change since 2010. It has not been changed in the revised version of 2018, and so that means that European works are defined as originating from member states or originating from countries that are party to the European Convention on Transfrontier Television of the Council of Europe, to which the UK is a party. And then there's also co-productions included. So nothing changed. UK is for, as things stand, works from the UK are considered European works under this directive. And I can maybe say that we will do a so-called European Media Outlook report and to look into the market, explore trends. And this is something we have been tasked ourselves actually with in the Media and Audiovisual Action Plan. So it's not something that now comes because we have been tasked to do it specifically in this context, but because we said in the Media and Audiovisual Action Plan, we will look into the market and analyze the trends, and this is what we will be doing. Thank you. Thank you very much, Johannes. Are there additional questions for Johannes on this subject? It's not the case. Thank you, Johannes. Any other subjects and questions for us today? Maria has been patient and waiting with her question until now. So, Maria, go ahead. Hello, thank you, Dana. I would like to read out if there is any about from the conversation between the President and the President Erdogan yesterday evening. We saw the post on the Twitter, but I'm wondering if there is something more that we can add on what the two presidents discussed ahead of the European Council. And then a second question on the European Council, which are the expectations by the Commission, especially when it comes to the customs union and the deal on refugees with Turkey. Thank you. So much, Maria. So indeed, you have seen the tweet which the President put out last night after her telephone conversation with President Erdogan of Turkey. It's pretty explicit. It covers the area which were touched upon in the conversation last night, which was very broad. It spanned from trade and the modernization of the customs union to migration support, regional developments, the situation in Afghanistan, and of course the escalation in the Eastern Mediterranean. And as you see, a broad range of subjects to which I have nothing to add. You are also right in saying that that discussion on the phone took place in preparation of the European Council, which will take place on Thursday and Friday, because as you have seen, Turkey is on the agenda of that European Council. You will also recall that the European Council of March invited the Commission
to work and on our relationship with Turkey, again on the broad range of subjects. And the President, of course, will engage with her partners in the European Council about the results of our work in relation to Turkey since. So that's all I can say. Of course, that discussion will also cover the support for migration, so for refugees, which Turkey hosts, as well as for the other issues that you mentioned. So at this stage, the Commission is working on those matters, and the President will make her position clear and her conclusions clear to her peers in the European Council. I think that I see two more questions, two more hands up, which we're going to take. And those are the last ones for today because the colleagues are waiting to start the technical briefing on Italy. So I first had Christian on my list, and then I had Mark, who has a question on competition. So Christian, vas-y. Christian, est-ce que ça marche? Tu es connecté? Ce n'est plus le cas, je pense. Je pense que ça marche. Vas-y, merci. Vas-y. Ça va? Oui, je voudrais revenir sur ta précision sur l'aide aux réfugiés. Une question qui a été demandée à la Commission, c'est comment financer la poursuite de l'aide aux réfugiés syriens en Turquie. Et on vous a demandé de faire des propositions chiffrées. Et ces propositions chiffrées, pour l'instant, ne sont toujours pas sur la table. Manifestement, les États membres sont assez préoccupés par ce manquement. Et ce que tu es en train de me dire, je voudrais savoir confirmation, c'est que Madame von der Leyen va sortir les chiffres de son chapeau au sommet. Je ne pense pas que la présidente porte un chapeau au sommet, mais ce que je peux te dire est qu'effectivement, la présidente va présenter ses idées et les idées de la Commission sur la suite dans notre relation avec Turquie pour les domaines sur lesquels la Commission elle-même elle a travaillé. Donc ça inclut effectivement les soutiens à la migration aux réfugiés en Turquie. Effectivement, il y aura aussi un chiffre que la présidente pense présenter pour ce qui est notre future contribution en matière de support pour les réfugiés qui sont en Turquie. Mais comme toujours, nous préparons cela de manière très rapprochée avec toutes les instances pertinentes et y compris avec des discussions avec des États membres. Mais effectivement, tu auras des nouvelles là-dessus au Conseil européen ce jeudi. So I will now take Mark's question as the last one because we are 7 minutes late. And after that, we conclude the meeting. And please get back to us bilaterally, David, because I see that you do have a question, but I will get back to you bilaterally to take it. So Mark, go ahead. Yes, thank you. Please tell us why the Commission is investigating Google. Thank you. Dan, I count on a short answer as well. Absolutely. Hi, Mark. Thanks very much for your question. Indeed, we opened today a formal antitrust investigation to assess whether Google has violated our EU competition rules by favouring its own online display advertising technology services in the so-called ad tech supply chain. Our investigation will focus on display advertising, where Google offers a number of services both to advertisers and publishers. Now, we set out, Mark, in our press release today in specific details where we will take this investigation. So I would suggest you do take a look at the press release there. Now, of course, finally, the opening of any formal investigation does not prejudge its outcome. That was short and sweet, thank you. And that enables me to take one last question from David Price, who is indeed making the point that he was early on with his hand up, although then it was down again. So let's give it a try. David, I will take your question and I will count on a short answer from the spokespeople. David, go ahead. Yes, it's about the conference on the future of Europe. There was the inaugural plenary session on Saturday where Commissioner Suica was representing the Commission. 2 months ago, the Commissioner and the representatives of the European Parliament
and the Council said that they would publish the initial documents on democracy, which are the guidelines about how democracy should develop, the Charter of the Community, and also another document. And I don't see this being published, and I'm wondering how citizens can have a decent debate, a sensible debate about democracy in Europe, the future of Europe, if after 2 months these documents are not being published. Thank you. David, allow me to answer myself this question, which I think we also touched upon last week and the week before. Indeed, it's important to connect to our roots, and in the European Union, our roots are indeed the founding fathers' documents, including the Schuman Declaration, and I praise you for your interest in it. I think it's important to go back to those and find inspiration for our future, also in looking at where we come from. As far as the publication itself is concerned, I wonder if Dan has any news, but this is indeed firmly put on our radar in part of the discussions on the future of Europe. Thank you very much, Dan. Thank you very much, David. Thank you very much, everybody. And I will invite you to stay connected for the technical briefing on Italy's recovery and resilience plan. And